Ces événements se sont déroulés il y a quelques années, avant que l'hôtel Adlon ne subisse sa rénovation complète. L'élégant hall d'entrée s'étendait de Inter den Linden jusqu'à la Pariserplatz, et en son centre trônait une somptueuse horloge dorée. C'était le point de départ idéal pour célébrer un anniversaire de mariage. Comme toujours, Klaus Weber, rédacteur chevronné dans un quotidien renommé, était à l'heure. Il se hâta à travers les tourbillons de flocons de neige pour rejoindre sa femme, une brillante directrice marketing, avec qui il partageait sa vie depuis 25 ans. Ensemble, ils formaient un couple accompli, respecté, indépendant et dévoué. Charmant à leur manière et connu pour ne pas tolérer les imbéciles, Klaus était un homme vieillissant avec dignité. Son charme et son esprit vif le rendaient indispensable à la rédaction. La main de Klaus tâtonna dans sa poche. Combien de fois avait-il fait ce geste dans sa précipitation pour être à l'heure? Leur 25e anniversaire de mariage coïncidait avec Noël. Il lui avait fait faire un collier orné de 25 diamants, qui reposait dans un long étui étroit. Ces diamants précieux symbolisaient sa profonde affection pour elle. Il avait économisé secrètement pendant des années pour ce cadeau. L'étui portait une gravure artistique avec les mots « Notre amour en diamant », car Klaus appréciait les belles tournures de phrases. Pourquoi un cadeau aussi extravagant? Noël avait toujours été spécial pour eux, et atteindre 25 ans était un jalon en soi. Chaque année, ils marquaient ce joyeux jour férié avec une soirée en amoureux, car ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une fête le soir du réveillon. Cette soirée était d'une magie unique grâce à la neige, et il sentait son excitation grandir alors qu'il se précipitait vers sa bien-aimée. Il s'arrêta brièvement de l'autre côté de la rue pour faire un don, tandis que le quatuor de cuivre de l'armée du salut jouait près de la gare centrale. Cela le retarda un peu, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Après tout, c'était Noël. Il repensa aux moments difficiles de leur vie commune, stimulés par l'esprit de Noël. Ils semblaient peu à peu s'éloigner l'un de l'autre. Au fur et à mesure que la carrière de Sabine progressait, elle assumait davantage de responsabilités et était confrontée à la nécessité croissante de voyager. Pendant ce temps, Klaus gérait une équipe de jeunes reporters enthousiastes qui, malgré leur zèle, manquaient d'expérience et risquaient d'attirer des ennuis juridiques à sa publication si prisée s'ils n'étaient pas étroitement surveillés. Klaus craignait que Sabine et lui ne s'habituent trop à leur temps ensemble qui s'amenuisait. Il suggéra de trouver une activité qu'ils apprécieraient tous les deux, que ce soit en couple ou individuellement. Il essayait de raviver l'intérêt de Sabine pour leur mariage et de la distraire de ce qui accaparait son attention. Il était confiant qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Sa confiance en elle était inébranlable, et leur relation avait toujours été solide comme le roc. Klaus n'avait jamais ressenti le besoin de se demander s'il était satisfait de l'état de leur relation. Certaines choses étaient simplement tenues pour acquises. C'est ça, la confiance, non? Des fleurs à la main, Klaus avança d'un pas léger en fredonnant un chant de Noël. Il était impatient de l'embrasser et de l'emmener à la soirée magique qu'il avait préparée. Juste derrière eux, près de l'horloge, quelques hommes qui venaient de quitter un bar jaugeaient la scène. Bien que Klaus fût généralement ponctuel, il semblait cette fois en retard. « Oh, salut ma chérie !» L'un des hommes s'avança pour l'aborder, la serra fort dans ses bras et lui déposa un doux baiser sur les lèvres. Surprise, elle répondit par un baiser plus profond, presque instinctif. « Que fais-tu ici, Michael, mon chéri ?» demanda-t-elle en reculant, soudain consciente que son mari pouvait arriver d'un instant à l'autre, visiblement nerveuse. Mais il était trop tard, Klaus avait déjà tout vu. Visiblement troublé, il s'arrêta et recula d'un pas pour observer ce qui allait se passer. Michael était en ville pour une brève réunion, avant de prendre le premier vol de Berlin à Londres le lendemain matin. « As-tu du temps pour un rendez-vous ce soir? Ton mari ?» Sans se rendre compte de ses actes, Klaus s'approcha prudemment, écoutant avec une anxiété croissante. Qui était cet homme? Que représentait-il pour Sabine? Il la vit serrer le cadeau emballé. Était-ce pour cet étranger ou pour lui? Et leur baiser manifestement romantique dans un lieu aussi public. Il se présenta comme Klaus Weber. Le visage de Sabine se figea, ses yeux passant précipitamment de son mari à son amant. « On dirait que vous connaissez ma femme, n'est-ce pas? » demanda-t-il. « Michael » balbutia l'autre en réponse. « Michael Schmidt. » Michael jeta un regard apitoyé à Sabine. Que devait-il dire? On aurait dit qu'il les avait surpris à un moment inopportun. Vous devriez discuter, vous deux. Si vous n'avez pas encore réservé de chambre, l'hôtel a de nombreuses disponibilités. On se croisera peut-être plus tard,
Mais je dois y aller. Je vais appeler un taxi. Klaus luttait pour sortir son téléphone de sa poche, mais se retrouva à la place à extirper la boîte cadeau et à tourner nerveusement son présent entre ses mains, sans savoir quoi faire. Et ne t'en fais pas. Je vais comprendre. Klaus fixa le ruban noir brillant sur la longue boîte plate et vernie. Ses yeux étaient remplis de larmes. Et ça, c'est pour toi, quoi qu'il arrive. Il lui fourra le collier dans les mains et se détourna. Il entendit des jurons éclater derrière lui. Il se criait dessus. Il n'y prêta plus attention. Klaus devait fuir. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi avait-il été si absorbé par son travail? Comment avait-il pu le trahir de cette manière? Klaus, le pauvre chéri, entendit-il crier, mais il avait déjà atteint le haut de l'escalier. Il était à la sortie quand sa voix se fit plus proche. Il monta précipitamment dans un taxi qui attendait. Après avoir donné l'adresse, Klaus disparut, observant le taxi se fondre dans le flot des véhicules. Dans cette mer de voitures, un taxi était impossible à repérer. Qu'avait-elle fait? Klaus n'était jamais censé le découvrir. Elle avait été si prudente. Aurait-elle pu? Comment aurait-elle pu prévoir qu'elle rencontrerait Michael? Comment avait-il pu être aussi imprudent, aussi stupide de venir vers elle comme ça, sans prévenir? Michael avait-il tout gâché? Comment cela pouvait-il être arrangé, si tant est que ce soit possible? Après s'être séparé de ses amis, Michael finit par la rattraper. Ça va? Tu crois qu'il se doutait de quelque chose? Il a clairement compris ce qui se passait. Bien sûr qu'il se doutait de quelque chose. Elle acquiesça et dit à Michael que ce n'était pas entièrement de sa faute, mais toute son attitude suggérait qu'elle lui en voulait. De quel droit l'avait-il traité ainsi devant tout le monde? Il aurait pu simplement dire bonjour et passer son chemin. C'était une catastrophe. Klaus avait le cœur brisé. Elle allait devoir réorganiser son emploi du temps pour consacrer du temps à son mari. Elle expliquerait à Klaus pourquoi il devait trouver une issue à cette situation épouvantable. Elle commençait déjà à réfléchir aux mots qu'elle utiliserait pour ramener Klaus à la réalité. Le plan était solide, et il n'y avait aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas. Klaus observait les lumières défiler à travers la vitre du taxi. Comment avait-il pu ne rien voir? Comment avait-elle pu dériver à ce point? Était-il en colère? C'était ce qu'il ressentait. Si c'était le cas, pourquoi ne criait-il pas et ne frappait-il pas cet idiot? Au lieu de cela, il se retrouvait seul, fuyant sa femme adorée, perdu dans l'autocritique. Silencieux. Essayant de ne pas pleurer. C'était plus que de la colère, quoi que ce soit qu'il ressentait. Pour la première fois de sa vie, Klaus Weber ne savait pas quoi faire. Il se sentait trahi, pris au dépourvu et abandonné. Ce ne fut donc pas une surprise qu'à son retour, il ne soit pas à la maison. Pour attendre le retour de son mari, elle s'habilla, tira une chaise du salon dans le couloir et s'assit. Lorsqu'elle se réveilla à l'aube, elle constata qu'elle était seule, il n'était pas rentré. C'était samedi. Il avait dû louer une chambre quelque part. Elle se persuada qu'il rentrerait aujourd'hui. Elle résista à l'envie de l'appeler sur son téléphone portable, se rappelant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Une fois qu'il se serait calmé, il parlerait et se réconcilierait, comme il le faisait toujours. À midi, cependant, Sabine commençait à se sentir anxieuse. À 3 heures de l'après-midi, la panique la gagnait complètement. Elle l'appela à plusieurs reprises, sur son portable, à son travail, à la salle de sport, dans 2 clubs qu'elle savait qu'il fréquentait, 6 de ses amis et même sa mère, malgré leur relation tendue. Pourtant, aucune nouvelle de lui. Le dimanche, elle contacta la police régionale, la police de Berlin, le BKA et tous ceux à qui elle pouvait penser. Elle engagea un détective privé. Bien sûr, elle gérait tout cela, motivée par la nécessité de retrouver son mari disparu. Désespérée, elle décida d'aller elle-même en ville pour rechercher Klaus. Ses recherches furent vaines au milieu de la foule des acheteurs de Noël. Sa famille prit conscience de la gravité de la situation lorsqu'elle demanda l'aide de sa sœur, Elka. Dimanche soir, le détective informa les personnes réunies dans la salle à manger, les 2 sœurs de Sabine et leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, la sœur de sa mère, Brigitte, la mère de Klaus, quelques-uns de ses plus vieux amis et certains des collègues proches de Sabine. Les gens disparaissent régulièrement. Noël est une période particulièrement difficile, pleine de bouleversements émotionnels. Rien n'indiquait que Klaus avait été blessé ou avait eu un accident.
Il avait subi un choc émotionnel important, une remarque qui attira plusieurs regards appuyés vers Sabine. Le détective conclut que Klaus était un homme raisonnable. Il devrait lui donner une autre chance de se manifester et de raconter sa version des faits avant de tirer des conclusions hâtives. Mais non, il ne pouvait pas rester les bras croisés à attendre que le corps de Klaus réapparaisse quelque part. Le détective devait retrouver son mari, donner la priorité à cette affaire et se mettre au travail. Sa frustration grandissait, il semblait que personne ne comprenait l'urgence de la situation. Son mari était tout pour elle. Elle devait s'expliquer auprès de lui. Si quelque chose lui était arrivé, comment Klaus pourrait-il comprendre ses actions? Comment pourrait-il lui pardonner? Et comment pourrait-elle se pardonner à elle-même? Après avoir donné toutes les assurances nécessaires, le détective s'éclipsa discrètement. En vérité, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. C'était à Sabine de démêler ce sac de nœuds. Une dispute intense et passionnée commença dès qu'il fut parti. Les gens se sont emparés de leur téléphone portable, prétendant connaître les bonnes relations qui pourraient les aider, comme s'ils avaient soudainement déniché quelque chose de crucial. Le frère de Sabine mena l'attaque, condamnant l'inaction de la police. Les deux mères ressentaient de la compassion pour la tragédie qui frappait leur famille. Au fond d'elles, elles connaissaient leur impuissance, craignaient le pire et sentaient la désapprobation des sœurs de Sabine. Elka annonça qu'il n'y aurait pas de repas de Noël et suggéra que la famille prenne ses distances jusqu'à ce que Klaus soit retrouvé. La colère la quitta, remplacée par une angoisse qui lui serrait la gorge, tandis que la conversation s'éteignait dans le silence. Que pouvait dire Sabine à des gens qui semblaient aimer son mari plus qu'elle-même? Lorsqu'elle fit cette annonce, elle réalisa qu'elle n'avait pas voix au chapitre dans cette assemblée, et expérimenta la vacuité d'être vraiment seule. Finalement, tout le monde partit. Elle monta l'escalier qui menait à sa chambre pour se changer. Ses vêtements de vendredi soir étaient encore sur le lit. En les ramassant, elle remarqua la boîte cadeau. Qu'avait dit Klaus avant de partir? Non. Pas les derniers mots. En partant, qu'avait-il dit? C'est pour toi, quoi qu'il arrive. Elle ouvrit la boîte après avoir lu l'inscription. Sa main tremblait quand elle en sortit le collier scintillant. Serrant toujours le bijou dans sa main, sa vue se brouilla et elle s'effondra. Son mari était toujours absent, et Noël n'était qu'à 3 jours. En ville, les policiers ont des foyers où ils peuvent se reposer et manger pendant leur longue journée de travail. Lorsque les journalistes ne peuvent pas ou ne veulent pas rentrer chez eux, ils ont des amis qui les hébergent pour quelques nuits parce qu'ils connaissent ces endroits. Klaus avait déjà fréquenté ces endroits à plusieurs reprises. Il portait toujours les mêmes vêtements que 3 nuits auparavant, et le bureau était à une demi-heure de marche. Un bref passage dans un magasin de vêtements pour hommes régla ce problème. Il fit un autre bref arrêt pour acheter de la crème à raser et une lame. Il devait travailler, peu importe les difficultés. Le journal devait être imprimé. Les délais étaient les délais. Il écouta les messages vocaux sur sa boîte vocale, participa à une conférence téléphonique avec ses collègues à 9h15, rencontra les personnes concernées jusqu'à midi, et travailla sur un article sur l'élévation du niveau de la mer l'après-midi. Le journal fonctionnait de la même manière que d'autres grandes bureaucraties. Il n'y avait pas de moyen simple d'atteindre la personne dont on avait besoin, à moins de savoir exactement comment s'y prendre. Sabine ne pouvait pas le joindre, au cas où elle essaierait. Que dire de plus? Pendant ce temps, Sabine était en panique. Son père était prêt à lui ordonner de rentrer à la maison, mais cela ne ferait qu'aggraver la situation. De Munich à Hambourg, son équipe ratissait les motels, les hôtels et tous les autres endroits où une personne pouvait passer la nuit. Elle transforma tout le personnel de son service en sa propre agence de détective privé. À un moment donné, on les a entendus crier qu'ils devraient commencer à chercher sous les ponts, ce qui démontrait leur désespoir grandissant, et ils se moquaient de savoir si la direction ne l'appréciait pas. C'est Eik, la graphiste principale, qui a découvert ce qui se passait. Son père était un policier berlinois. Il y a des salles de repos pour la police, a-t-elle dit. En 20 minutes, ils avaient une liste de numéros de téléphone et d'adresses. Chaque foyer a été appelé en moins de 2 minutes. Dès que l'endroit où se trouvait Klaus a été confirmé, elle s'est mise en route. Klaus se sentait déjà mieux. Le sergent de service lui avait dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Le travail semblait bien avancé. Au moins, cela fonctionnait. Il se promenait par une belle matinée claire et froide, et elle se tenait à une quinzaine de mètres devant lui. « Tu m'as trouvé, Klaus, alors que je te cherchais partout. » Soudain, Klaus eut l'impression de se voir parler de loin.
Ne devrait-il pas être plus sentimental? Se demanda-t-il. Quelque chose se passait en lui, mais il ne pouvait pas l'identifier. Il voyait avec une clarté inattendue. Pourtant, Klaus se sentait intérieurement inerte, bien qu'il soit pleinement conscient de la présence de Sabine. Il pensait qu'il devrait être plus excité, mais il ne l'était pas. Était-il devenu insensible? Laisse-moi t'expliquer, je t'en prie, Klaus. Je n'avais pas l'intention de te blesser. La façon dont tu l'as découvert n'est pas ce que je voulais. Bien sûr, mais qu'y a-t-il vraiment à dire? Que tu as des liaisons extra-conjugales. Je le sais maintenant. Tu me l'as caché. Je le sais aussi. Que ce n'est que par hasard que tu as été prise. Oui, j'étais impliqué. Je ne veux rien entendre des détails sordides ou des histoires absurdes selon lesquelles ce n'était que du sexe et que cela n'avait aucune importance pour nous. Vraiment, que peux-tu dire? Elle s'est déplacée, essayant de combler physiquement le fossé émotionnel entre eux, après avoir senti que Klaus s'éloignait. Avons-nous besoin de discuter de ça en public? Pourquoi n'allons-nous pas quelque part pour en parler? De plus, j'ai appris ça dans le hall d'un hôtel. Y a-t-il quelque chose de plus public que ça? Je te conseille de parler tout de suite si tu as quelque chose à dire. Cela l'a surpris, et elle sut qu'elle ne pouvait pas faire croire à Klaus que tout était normal avant de l'accabler. D'accord, Klaus. Parlons-en. Je t'aime plus que tout. Bien que je t'ai toujours aimé, je suis devenu agité. Je ne savais pas ce qui n'allait pas, et comme je ne le comprenais pas moi-même, je ne savais pas comment te le dire. J'ai passé beaucoup de temps à voyager après avoir obtenu la promotion, ce qui m'a exposé à une multitude de personnes intéressées par moi. J'ai réalisé que j'aimais qu'ils me courtisent. Leur attention était différente parce qu'ils étaient nouveaux. Mon agitation avait diminué. Être valorisée en tant que femme m'excitait. Je ne pouvais pas te le demander, mais j'en avais besoin. M'aurais-tu permis de faire ça? Nous avons passé tellement de temps ensemble. Cela n'aurait pas été juste. Et tu aurais pu me dire à tout moment que ma belle femme est appréciée. Penses-tu que je suis si naïf, surpris ou jaloux? N'y avait-il rien d'autre? As-tu eu d'autres partenaires sexuels? Juste un oui ou un non, pas besoin d'autres informations. Elle hésita et baissa les yeux. À son honneur, elle répondit « oui » et regarda son mari dans les yeux. Et maintenant, nous en sommes là. Je n'ai aucune idée de comment ou pourquoi nous en sommes arrivés là. Je ne peux pas dire exactement quand je t'ai laissé tomber, mais il est clair que je l'ai fait. Klaus s'entendit dire au revoir. Agissait-il ainsi parce que ses peurs les plus sombres avaient été confirmées? Ou avait-il fait un choix inconscient lorsqu'il était parti et s'était rendu à l'hôtel avec son amant? Il ne pouvait pas le dire. Il était seulement conscient d'avoir prononcé les mots. Il se sentait seulement comme un observateur, comme si quelqu'un avait pris le contrôle de son corps et de ses pensées. Klaus resta planté là, incrédule, réalisant qu'il quittait sa femme et qu'il faisait son propre chemin, essayant de comprendre ses actions et ses paroles récentes. Ce n'était qu'un peu d'excitation et de sexe. Cela n'avait aucune importance. Il était la seule personne qu'elle aimait. Elle avait tout expliqué. Qu'est-ce qui l'empêchait de le voir? Pourquoi ne croyait-il pas qu'elle était sincère? Les pâtés de maisons du centre-ville de Berlin sont longs sur les rues est-ouest, mais courts sur les rues nord-sud. Native de Berlin, elle s'est perdue en retournant à son travail. Elle était trop occupée pour chercher des points de repère ou autre chose qui pourrait l'aider à s'orienter. Elle répéta ce que Klaus avait dit. Ce n'était pas ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Elle avait mal aux pieds. Son téléphone sonna et elle avait froid. Alors elle l'éteignit. Elle trouva une place libre dans un café. Pourquoi Klaus était-il si abattu et en colère? En réalité, il n'avait rien dit. Il ne voulait pas de détails. Combien y avait-il d'hommes? Étaient-ils de meilleurs amants? Était-il riche? La surpassait-il en taille? Était-il meilleur au lit? Les hommes veulent savoir ça, n'est-ce pas? Ils pourraient lui lancer des insultes. Toutes les explications possibles. Tout simplement, Klaus ne voulait pas savoir. Il était brisé uniquement par le fait qu'elle avait caché ce qu'elle faisait. L'avait-elle mal jugé? Klaus était-il vraiment si fragile? Pourquoi ne se défendait-il pas? Il aurait dû se battre pour elle et la revendiquer. C'est le comportement de Michael. Plus tard, cela la frappa comme une douleur aiguë. Non. Quelle idiote. Elle ne pensait pas que son mari l'écouterait,
alors elle lui a brisé le cœur. Elle ne lui a jamais donné l'occasion de discuter de ses désirs avec elle. Elle ne lui a pas fait savoir qu'elle évoluait. Elle lui a refusé la possibilité de trouver des solutions qui conviendraient aux deux. Elle n'avait pas fait confiance à Klaus avant, pourquoi devrait-il lui faire confiance maintenant? Non. En toute honnêteté, elle avait peur que Klaus refuse. Elle le tromperait quand même, même s'il disait non. Elle ne se souciait pas assez de lui pour le lui dire et en accepter les conséquences. Elle s'est fait passer elle et son amant avant lui. Elle a raconté un mensonge. Elle ne peut pas vivre avec le fait qu'elle l'a trahi pour du sexe. Nos mensonges autodestructeurs peuvent être néfastes, souvent plus que la vérité, révélée trop tard et pour de mauvaises raisons. Elle décrocha le téléphone, mais le reposa doucement après que sa conversation avec Klaus ait mal tourné. Klaus avait eu raison. Elle n'avait rien à lui dire, ni à personne d'autre. Elle avait tout gâché. Noël est venu et reparti. Après qu'elle s'est réchauffée, la famille s'est réunie pour le dîner et l'échange de cadeaux, le soir du réveillon. Sabine a reçu une invitation, mais a décidé qu'il valait mieux refuser. Elle n'était pas la bienvenue là-bas. Quelques semaines plus tard, alors que Sabine était en pleine conférence téléphonique, son père l'a appelée pour l'informer qu'elle devait prendre un appel urgent. Klaus était sous surveillance dans un établissement psychiatrique. Il avait tenté de mettre fin à ses jours. Cela faisait 2 jours qu'il ne s'était pas présenté au travail. Klaus a été retrouvé assis avec une arme chargée et une lettre d'adieu, ce qui a incité la police à alerter son contact d'urgence. Irait-elle? Alors que ses collègues lui donnaient le numéro de chambre de Klaus et le nom du médecin, elle était déjà en route, car elle était répertoriée comme contact d'urgence dans son bureau. À son arrivée, elle s'était calmée et insista pour voir immédiatement son mari et ses médecins. 2 professionnels de la santé, tous 2 spécialisés en psychiatrie, ont participé à la réunion, l'un était l'auteur d'un manuel de référence réputé, l'autre l'investigateur principal d'une étude nationale sur la dépression et le suicide chez les hommes d'âge moyen. Votre mari est très malade, dit l'un d'eux. Il a un plan de suicide, a pris des mesures pour se procurer une arme et souffre de dépression clinique. Il représente un danger clair pour lui-même et potentiellement pour les autres. Dans le but de l'aider à reprendre des forces, nous ajustons plusieurs de ses médicaments. Cependant, il ne nous dit pas ce qui a déclenché cet état d'esprit. Nous espérions que vous pourriez nous aider à comprendre. Elle inventa une histoire qui n'avait peut-être pas beaucoup de sens. Néanmoins, les médecins ont discuté entre eux et ont pris des notes détaillées, comme si c'était important. Ça n'aidait pas Klaus. Elle devait lui parler. « Je veux voir mon mari. »« Quand puis-je le voir ?» demanda-t-elle. « Oui, dirent-ils, mais uniquement à travers un miroir sans teint. Nous ne pouvons rien risquer pour le moment qui pourrait aggraver l'état de Klaus. Malheureusement, nous devrons peut-être vous reparler. » Un côté de son visage était-il contusionné? Il ne s'était pas rasé depuis des jours, et ses yeux étaient vides, comme s'il regardait à travers le mur. Elle l'observa manger mécaniquement sa nourriture, sans vraiment la goûter ni la remarquer. Klaus, qu'elle avait toujours connu comme fort et inébranlable, ressemblait à une coquille vide. Les médecins ne lui ont pas permis de lui parler, même si elle les a suppliés. Il a besoin de temps, dirent-ils. Toute confrontation pourrait aggraver son état. Au cours des jours suivants, Sabine est revenue sans cesse. Elle a apporté ses livres préférés, même si elle ne savait pas s'il les recevait même. Elle a laissé des notes qui ne seraient peut-être jamais lues. Derrière le miroir sans teint, elle l'observait passer des heures, simplement assis là, le regard perdu dans le vide. Une semaine plus tard, un des médecins lui a annoncé que Klaus était disposé à la voir. Les mains tremblantes et le cœur battant, elle est entrée dans la pièce, incertaine de ce qui l'attendait. « Bonjour, Sabine, » dit Klaus d'une voix étrangement calme. Il avait l'air vieilli, comme s'il avait pris des années en quelques semaines. « Klaus, » murmura-t-elle, luttant contre les larmes. « Je suis tellement désolé. »« Je sais. » Il baissa les yeux sur ses mains. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À nous. À la vie. On peut réparer ça, dit-elle précipitamment. J'ai fait une terrible erreur, mais... Non, l'interrompit-il doucement. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a qu'aller de l'avant. Le silence entre eux était pesant. Finalement, il demanda, « Pourquoi ne m'as-tu jamais mis dans la confidence? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais malheureuse? » Je n'étais pas malheureuse, répondit-elle, sachant immédiatement que c'était un mensonge. J'étais incomplète.
Je ne savais pas comment te le dire. 25 ans, Sabine. 25 ans, et tu n'arrivais pas à me parler. Elle n'avait pas de réponse à cela. Les semaines passèrent. Klaus sortit de la clinique, mais ne rentra pas à la maison. Il loua un petit appartement à Friedrichshain, loin de leur logement commun à Charlottenburg. Il recommença à travailler, mais la flamme s'était éteinte. Ses collègues remarquèrent que son esprit vif était désormais enveloppé d'une profonde mélancolie. Sabine essaya de garder le contact. Elle envoyait des messages, téléphonait, proposait des rencontres. Parfois, il répondait, le plus souvent non. Les seules conversations qu'ils avaient concernaient des questions pratiques, comptes bancaires, assurances, biens communs. Michael disparut de sa vie aussi soudainement qu'il était apparu. Ou peut-être l'avait-elle repoussé en réalisant à quel point l'excitation qu'il lui procurait était superficielle. Par un froid jour de mars, alors que l'hiver laissait lentement la place au printemps, Sabine reçut une lettre. L'avocat de Klaus l'informait qu'il avait déposé une demande de divorce. L'écriture était froide et professionnelle, dépourvue de toute émotion. Exactement comme Klaus ces derniers mois. « Tu as meilleure mine », dit Elka en retrouvant Sabine pour un café. Une année s'était écoulée. Le divorce était prononcé, la vie commune partagée. Klaus et Sabine ne s'étaient pas revus depuis la signature des papiers. « Je me sens mieux », admit Sabine. « La thérapie m'aide. » « Tu as eu de ces nouvelles ?» Sabine secoua la tête. « Non, mais j'ai lu qu'il avait reçu un prix pour son reportage sur la crise climatique. Sa carrière semble bien se porter. Et toi ? J'ai accepté un nouveau poste. Plus petite entreprise, moins de déplacements. » Elle hésita. « J'apprends à être bien avec moi-même. » En sortant du café, Sabine s'arrêta brusquement. De l'autre côté de la rue, Klaus était debout, en train de parler avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Il riait de quelque chose qu'elle avait dit. C'était la première fois depuis longtemps que Sabine le voyait rire. « Tu veux aller le voir ?» demanda Elka. Sabine observa son ex-mari. Pendant un bref instant, elle sentit l'impulsion de se précipiter vers lui, de lui prendre la main, de le supplier de lui accorder une autre chance. Puis, elle vit son sourire non pas pour elle, mais pour quelqu'un d'autre et sut qu'il était trop tard. « Non, dit-elle doucement. Laisse-le tranquille. » 2 ans après cette nuit fatidique sous l'horloge de l'hôtel Adlon, Klaus y retourna. L'hôtel avait terminé ses rénovations, l'horloge devait briller désormais de nouveau. Il s'assit dans le hall et commanda un café. Les blessures de son cœur n'étaient pas complètement cicatrisées, peut-être ne le seraient-elles jamais. Mais les arêtes vives de la douleur s'étaient adoucies, et il avait appris à vivre avec la cicatrice. Klaus portait toujours son alliance dans sa poche. Aujourd'hui, il la sortit et la contempla à la lumière. Puis, il appela le serveur et demanda l'addition. En se levant pour partir, il posa l'anneau sur la table. Il était temps de le laisser partir. Dehors, il commençait à neiger, comme ce soir-là, 2 ans auparavant. Klaus boutonna son manteau et sortit dans l'air froid de l'hiver. Devant lui s'étendait Berlin, et quelque part dans cette ville, une nouvelle ville attendait. Il devait juste avoir le courage de faire le premier pas. Ainsi se termine notre histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à la regarder. Chaque histoire offre la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau ou de réfléchir sur soi-même. Peut-être tirerez-vous vous-même vos propres conclusions de ces événements. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien nous est précieux. À la prochaine, restez curieux et à l'affût de nouvelles histoires.